Bienvenue dans ce cours de culture générale, aujourd'hui consacré à la notion de handicap. Commençons notre cours par un chiffre édifiant. Aujourd'hui, 10% de la population française est en situation de handicap. C'est donc un phénomène majeur de notre société. Pour étudier ce phénomène majeur de notre société, nous allons procéder en 3 parties. La première partie est consacrée à la définition du handicap. La deuxième partie est consacrée aux causes du handicap. Et la troisième partie est consacrée aux problèmes rencontrés par les handicapés dans la vie de tous les jours. Commençons par la première partie qui va définir cette notion de handicap. La loi française définit le handicap de la manière suivante. C'est une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Il nous faut aussi définir d'autres notions qui gravitent autour de la notion de handicap. Définissons ce qu'est par exemple le polyhandicap. Cela correspond à l'association de déficiences motrices et intellectuelles sévères associées éventuellement à d'autres déficiences. Le plurihandicap ou le multihandicap est défini par l'association de plusieurs déficiences ayant approximativement le même degré de gravité. Enfin, le surhandicap correspond à l'aggravation d'un handicap existant du fait des problèmes relationnels qu'il provoque. L'OMC va donner une définition beaucoup plus complète de la notion de handicap. En effet, selon l'Organisation mondiale de la santé, le handicap repose sur 3 choses: la déficience, l'incapacité et le désavantage. La déficience correspond à toute perte de substance ou altération d'une fonction ou d'une structure psychologique, physiologique ou anatomique. L'incapacité va, elle, correspondre à toute réduction, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité de façon normale. Enfin, le désavantage est le préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité. Il existe communément 6 grandes familles de handicap. Le handicap moteur, qui se traduit par une perte partielle ou totale de la motricité, notamment des membres supérieurs et ou inférieurs. Le handicap visuel, qui concerne les personnes aveugles et malvoyantes. Le handicap auditif. Le handicap psychique, dont la définition est compliquée, mais qui concerne globalement les névroses ou encore les psychoses. La déficience intellectuelle. Et enfin, les maladies invalidantes, qui sont toutes les maladies respiratoires, digestives, parasitaires ou encore infectieuses. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que le handicap doit être appréhendé comme une représentation sociale. C'est-à-dire qu'on ne doit pas appréhender l'handicapé comme seulement un problème physique ou psychologique, puisqu'en fait, être handicapé, c'est être empêché dans sa vie sociale. Cela provoque une grande souffrance et c'est très préjudiciable dans toute sa sphère psychologique. Ainsi, lorsque vous abordez la notion de handicap dans vos copies, vous devez à la fois traiter le handicap d'un point de vue personnel, comme un handicap physique ou psychologique, et aussi d'un point de vue environnemental. Maintenant, nous passons à la deuxième partie consacrée aux causes du handicap. Prenez le temps d'étudier le schéma suivant qui vous donne la répartition de l'origine des handicaps. Première grande cause du handicap, les accidents. Il faut savoir que la France compte plus de 30 000 paraplégiques, c'est-à-dire des personnes dont les 2 membres inférieurs et une partie basse du tronc est paralysée. Elle compte aussi 6 500 tétraplégiques, c'est-à-dire une paralysie des 4 membres causée généralement par une lésion de la moelle épinière. Selon l'INSEE, 12% de l'ensemble des handicaps étaient causés par un accident. Deuxième cause du handicap, les accidents de la route. Le nombre de victimes est de 3 200 handicapés graves par an, c'est-à-dire des personnes qui ont dû subir une amputation, qui sont paralysées ou qui ont des atteintes neurologiques. Il existe plus de blessés avec des séquelles majeures chaque année, 7 479, que de victimes décédées dans les 6 jours suivant l'accident. Ainsi, il faut savoir que la route fait autant d'handicapés que de morts. Troisième cause majeure de handicap, les accidents du travail.
Je vous laisse lire la définition d'un accident du travail par le Code de la sécurité sociale. Il faut savoir que les accidents du travail concernent dans près de 30% des cas une atteinte à la main ou au poignet, dans près de 23% des cas une atteinte à un membre inférieur et dans 12,5% des cas, elles concernent des maux de dos. Selon l'INSEE, le travail est rendu responsable d'un problème de santé sur 5. Quatrième cause majeure de handicap, les accidents domestiques ou accidents de la vie courante. Il faut savoir que chaque année, 20 000 personnes décèdent à la suite de ces traumatismes dus à des accidents de la vie courante. Sur 11 millions d'accidents de la vie courante, environ 18% des accidents génèrent un handicap. Les principales causes de handicap sont les chutes, les suffocations, les intoxications et les accidents causés par le feu. Autre cause importante de handicap, les maladies génétiques. Il faut savoir que 80% des maladies rares recensées sont d'origine génétique. Certaines vont provoquer un handicap précoce, mais plus de 50% des maladies d'origine génétique ne s'expriment qu'à l'âge adulte. C'est l'occasion pour nous de vous faire un petit rappel sur le fonctionnement de la génétique humaine. Notre organisme est constitué d'un ensemble de cellules. Dans chaque cellule, on y trouve un noyau, et dans chaque noyau, on y trouve des chromosomes. Les chromosomes sont constitués de longs filaments d'ADN. Ainsi, les 46 chromosomes du corps humain portent en eux des milliers de gènes, entre 50 à 100 000. Reconnaître sur quel chromosome se situe le gène responsable de la maladie est la première étape dans l'étude d'une maladie génétique. Ce qu'il faut bien distinguer, ce sont d'un côté les maladies dues à des altérations ou des mutations d'un gène, et d'un autre côté les maladies dues à des anomalies chromosomiques. Commençons donc par l'étude des maladies dues aux anomalies génétiques. On parle ici de la mucoviscidose, de la myopathie de Duchenne, de l'hémophilie ou encore de la trisomie 21. Les maladies génétiques sont nombreuses. Il en existe près de 6000 différentes dans le monde. Si l'anomalie résulte d'un problème au niveau du chromosome, on parle en revanche d'anomalie chromosomique. Si l'anomalie résulte de la modification d'un gène, c'est-à-dire de l'ADN, on parle généralement de mutation. Il faut savoir qu'une maladie génétique n'est pas forcément héréditaire. Maintenant, étudions les maladies chroniques évolutives. Elles sont reconnues comme un handicap depuis la loi du 11 février 2005. Les maladies chroniques recouvrent un ensemble de situations très diverses, par exemple le diabète ou encore la sclérose en plaques. On entend par maladie invalidante toute affection chronique ou aiguë susceptible d'impacter le rôle et la place d'une personne dans la société. En France, il faut savoir que 15 millions de personnes sont atteintes, plus ou moins sévèrement, d'une maladie chronique évolutive. Cela concerne donc près de 20% de la population française. Finissons notre chapitre sur les causes du handicap en énumérant les groupes de maladies chroniques. On parle des maladies neurologiques, comme l'épilepsie, la sclérose en plaques ou encore la myopathie. On parle des maladies rhumatologiques, comme la polyarthrite rhumatoïde. On parle des maladies infectieuses, comme le VIH ou encore les hépatites. Enfin, à un moindre degré, chez les personnes en âge de travailler, on va parler des maladies cardiovasculaires. Maintenant, on attaque la troisième et dernière partie de notre cours, consacrée aux problèmes rencontrés par les handicapés dans la vie de tous les jours. Premier grand problème pour les handicapés, l'accessibilité. Les établissements ouverts au public, comme par exemple les bureaux ou encore les hôtels, doivent être accessibles aux personnes handicapées. C'est une obligation légale. Les normes d'accessibilité doivent permettre aux personnes handicapées de circuler avec la plus grande autonomie possible. C'est aussi une obligation légale. Cependant, il faut savoir que l'État n'a pas tenu ses promesses sur l'accessibilité des lieux publics aux personnes handicapées. En effet, alors que la date butoir était fixée au 1er janvier 2015 par une loi de 2005, seulement 40% des lieux publics étaient aménagés pour permettre l'accès aux personnes handicapées. Ainsi, plus de 10 ans après le vote de la loi sur le handicap, près d'une personne handicapée sur deux estime que son quotidien ne s'est pas amélioré depuis 10 ans.
Autre problème rencontré par les handicapés, l'emploi. La loi de 1987 oblige tout employeur occupant au moins 20 salariés d'employer à temps plein ou à temps partiel des travailleurs handicapés dans une proportion de 6% de l'effectif total de l'entreprise. Néanmoins, le taux de chômage des personnes handicapées a enregistré une hausse constante ces dernières années, 2 fois plus rapide que celle qui touche l'ensemble des Français. Ainsi, en 2015, encore plus d'un handicapé sur 4 était sans emploi. Pour pallier ce manque d'emploi, beaucoup de travailleurs handicapés sont amenés à devenir indépendants, plus par obligation que par réel choix. Autre problème rencontré par les handicapés, la scolarisation. Pour cela, il faut avoir en tête que la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances a fait énormément pour permettre la scolarisation des enfants handicapés. Nous sommes donc sur une tendance positive. Depuis 2012, ce sont 24% d'élèves en situation de handicap supplémentaires qui sont scolarisés en milieu ordinaire. Dans le second degré, l'évolution est particulièrement importante avec une augmentation de 33% d'élèves en situation de handicap au sein des établissements scolaires. Ainsi, aujourd'hui, il faut savoir que la moitié des élèves handicapés sont scolarisés dans une classe ordinaire. Un quart est scolarisé dans une classe spécialisée d'une école ordinaire et près de 20% suivent une scolarité dans un établissement médico-social ou à l'hôpital. Malgré toutes ces bonnes nouvelles sur la scolarisation croissante des enfants handicapés, certains problèmes restent. En effet, les enseignants ne sont pas formés ni pour les accueillir, ni sur la spécificité des handicaps, ni sur les adaptations pédagogiques à faire. Les auxiliaires de vie scolaire sont en général peu nombreuses et ne sont pas formés sur la notion de handicap. Les intervenants médico-sociaux ne partagent pas ou peu leur expertise et ne donnent que ce qu'ils veulent comme information sur l'élève. Tout cela fait qu'en général les parcours scolaires des enfants handicapés sont beaucoup plus heurtés. Plus de redoublements, plus d'échecs et plus de réorientation. Une des grandes tendances du moment et surtout une des solutions à ces problèmes, c'est l'évolution vers des classes spécialisées. En France, des dispositifs de ce type existent déjà. Il y a par exemple l'ULIS, l'unité localisée pour l'inclusion scolaire, qui se traduit par une classe encadrée par un enseignant spécialisé accompagné d'une auxiliaire de vie scolaire collectif. Il y a aussi l'unité d'enseignement, qui est une structure pédagogique au sein d'un établissement médico-social. Mais malgré ça, les parents et les associations sont encore très attachés à l'idée d'inclusion en classe ordinaire. Mais les choses changent. Merci d'avoir suivi ce cours de culture générale consacré à la notion de handicap. Comme toujours, si vous avez des questions ou des remarques sur ce cours, venez nous les poser par mail ou directement sur le chat. À bientôt sur Prep Academy.